Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'acteurs et actrices culturelles qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Louisa Donna, artiste, psychologue et militante, qui répond à nos questions. Bonjour Louise. Salut. Merci beaucoup de venir aujourd'hui discuter avec moi donc pour Créalliance. Merci de ton invitation. Et donc, pour commencer, peut-être que je peux te faire un petit rappel de ce que c'est Créalliance. C'est un collectif d'acteurs et d'actrices culturelles engagés. Et donc, c'est pour ça qu'on aime discuter avec des personnes comme toi qui ont un parcours pluridimensionnel avec diverses casquettes et qui vient alimenter la culture et l'art, notamment à travers le parcours professionnel et militant de la personne. Donc ce mois-ci, le thème qu'on aborde sur Créalliance, c'est l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et donc on est ravis de pouvoir t'accueillir pour en discuter parce que tu es en tout cas à mon goût, une des artistes qui aborde ces sujets-là avec une grande dérision et en même temps beaucoup de talent. Merci. Merci à toi pour ce que tu fais parce que c'est encore tout récent, il me semble, ton activité en tant qu'artiste. J'avais déjà un premier projet avant en anglais, mais là, Louisa Donna, c'est assez récent. Ça fait à peu près combien de temps que tu as commencé ? Louisa Donna, ça fait 2 ans à peu près que je compose et que j'écris ces morceaux qui vont sortir là cette semaine. Ça y est, enfin. On en parle déjà. Ouais. On y reviendra tout à l'heure en fin d'échange si tu veux bien. Tu nous feras ton petit topo d'actualité. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de voir que les choses avancent pour toi là-dessus parce que, petite parenthèse aussi à ce sujet, donc on m'a proposé de discuter avec toi aujourd'hui, mais le destin fait bien les choses parce que je te suis depuis un certain temps sur les réseaux et j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour ce que tu fais parce que justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure pour la dérision et le côté sans crainte et sans peur aussi du discours, je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. Et j'aimerais justement que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à devenir Louisa Donna ? C'est un concours de circonstances, je dirais. Enfin, en tout cas, une réunion d'éléments différents. D'abord, j'écris de la musique depuis que je suis toute petite. Donc ça a toujours été dans ma vie de composer, d'écrire, d'être autrice aussi, et puis de produire aussi. Ça s'est venu un peu plus tard, de la musique. Et puis j'ai fait des études de psychologie et je suis psychologue du coup depuis 5 ans auprès de femmes et personnes LGBTQIA+ victimes de violences. Et du coup, Louisa Donna, c'est né du fait que j'avais besoin de m'exprimer dans ma langue maternelle en français sur tous ces sujets, parce que j'avais aussi envie de militer à travers ma musique, je pense, enfin envie d'exprimer un message en français qui était compréhensible pour les Français, pour le pays dans lequel je vis. Et ouais, je crois que c'est né d'une espèce de moment de cohésion entre tout ça qui s'est un peu mis en place à un moment donné. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait de vouloir s'exprimer dans la langue maternelle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les chansons en anglais qu'on comprend pas forcément nous en tant que Français. Et du coup, le fait d'entendre des textes en français, c'est vrai que parfois ça va avoir un impact beaucoup plus fort pour nous et on va plus facilement s'identifier au discours. Est-ce que c'est un peu ta démarche aussi ? Ouais, c'était de pouvoir être comprise en français. Et c'est vrai que quand j'écrivais en anglais, j'écrivais vachement plus de textes. Je sais pas si c'est prétentieux de dire poétique, mais enfin voilà, c'était plus des textes, que je percevais comme ça en tout cas. Et en français, j'avais envie de m'exprimer avec un peu de brutalité et de dire les choses un peu crûment et de faire tomber les tabous comme ça. Et du coup, les premières paroles que j'ai écrites, c'était celle de A2, encore un autre garçon qui me prend pour une conne. Tu dis que, j'ai pas joui, je te donne si tu donnes. Et c'était une façon d'exprimer crûment quelque chose qui est partagé par pas mal de mes potes et moi-même quelques fois. Et j'avais envie de partager crûment des vérités qui sont tabouisées. Et du coup, c'était aussi quelque chose que je voyais pas trop exister en français dans la musique.
parce que encore une fois le cru c'est l'apanage des hommes souvent. Le cru, le entre guillemets violent, enfin le brut, c'est l'apanage des hommes souvent dans la musique ou dans pas mal de domaines. Et du coup, voilà, c'était une façon de revendiquer ça aussi. Encore un autre garçon qui me prend pour une conne. Tu sais que j'ai pas joui, je te donne si tu donnes. Encore un autre silence, autre faux pas dans la danse. On s'amusait pourtant, pourquoi t'es plus marrant? Alors non, je veux pas sucer, l'envie tu m'as coupé. Non, c'est pas comme ça qu'on s'amuse à deux. Est-ce que tu as aussi été inspirée par les personnes que tu as eues en consultation en tant que psychologue pour tes chansons? Oui et non. Bien sûr, il y a le secret professionnel et tout ce qui m'a toujours été confié avec ma casquette de psychologue, ça reste du secret et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des chansons où je peux avoir quelques titres sur l'EP ou qui ont pu aussi. Je pense que voilà, une artiste, c'est fait des voix qui elle entend et je pense que quelque part, elle s'exprime aussi comme ça un peu à travers moi dans l'EP. Mais du coup, j'ai décidé de le faire réellement et concrètement à travers les mini-compos sur Instagram, qui sont des mini-compos que je compose à partir d'un thème choisi par ma communauté, qui m'envoie ensuite des anecdotes pour parler clairement de ce dont les gens ont envie que je parle. Parce que quand c'est dans mes chansons, dans mon EP, c'est ce que moi j'ai gardé aussi des vécus de mes patientes et de ce que j'ai pu entendre et qui a pu me marquer, parce que voilà, on est tous toutes marquées par notre travail par moment, je pense, et les psychologues, les thérapeutes, ils sont pas, ils sont confrontés à ça aussi, ils y échappent pas, et du coup, je pense que c'est quelque chose que j'ai voulu mettre plus en acte avec les mini-compos, et pour moi, c'est une super façon de prolonger cette écoute de psy, en retraduisant en musique des choses qu'on a pu me confier volontairement sur Instagram, sur un réseau. Ça reste anonyme parce que les personnes sont pas citées comme étant celles qui m'ont envoyé tel message, etc. Mais bon, du coup, c'est les personnes qui envoient des choses qu'elles veulent voir apparaître dans une musique. Donc il y a quelque chose de plus concret du côté de leur désir de voir ça exister dans l'art, quoi. J'ai perdu la foi, au moins 100 000 fois. Mais dès que vous êtes là, j'ai le cœur en feu. Je sens toute notre puissance quand on marche sans cadence, quand on brise le silence. J'ai le cœur en feu. Et si tu cries, moi je crierai aussi pour tous les droits qui sont chers à nos vies. Je pense qu'effectivement, c'est très important d'avoir des personnes qui deviennent des sortes de porte-parole d'une communauté ou alors d'une génération qui a besoin de se faire entendre mais qui se sent pas entendue ni écoutée. Je connais ce sentiment en tant que femme, je pense que toi aussi. Et je me pose souvent la question de la nécessité d'avoir des espaces de parole en non-mixité. C'est nécessaire, bien sûr. La non-mixité, c'est nécessaire. Ça a été prouvé et reprouvé par l'histoire, par la sociologie, que c'est la non-mixité qui permet l'émergence d'une parole, la conscientisation d'un vécu, qui permet aussi de faire naître des revendications. Ça s'est passé aux États-Unis quand les Noirs ont réalisé qu'ils étaient esclaves et qu'il y avait une façon de sortir de ça, qu'ils avaient un vécu similaire et qu'ils se rencontraient en non-mixité, sans oppresseur, sans leur maître, entre guillemets, si ce mot est horrible, et que voilà, qu'ils demandaient une indépendance de ça. Ça s'est repassé quand les femmes victimes de viol quand les femmes se sont rendues compte qu'elles étaient victimes de viol. Donc ça s'est passé à plusieurs moments de l'histoire et c'est ça qui a permis de faire prendre conscience à des minorités qu'elles étaient opprimées. Donc c'est bien évidemment absolument nécessaire et aujourd'hui on voit bien qu'en France le débat se cristallise sur ça et que c'est pas anodin et que c'est encore une fois une tentative des dominants de silencier en fait les dominés et les minorisés, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment si grave? Est-ce que vraiment je dois calmer cette rage? Est-ce que c'est vraiment si grave? Est-ce que vraiment je dois calmer cette rage qui me fait vivre, qui me donne des ailes quand tout est vide, qui me fait vivre quand tout est pourri, c'est elle qui sourit, qui me fait vivre
Et du coup, je vais te poser une question qui paraîtra peut-être étrange, mais en même temps, je pense que je suis pas la seule à me la poser. C'est est-ce que tu penses qu'il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte que leur comportement n'est pas correct? Bah oui, bien sûr, comme on se rend pas compte aussi qu'on est opprimé avant d'en prendre conscience, je pense qu'on se rend pas compte qu'on opprime. Moi, je suis une personne blanche, j'essaye de ne pas opprimer les personnes racisées, mais ça demande de la conscientisation, de l'éducation, et on peut pas se rendre compte quand on est dans un système avec des dominants et des dominés qu'on est en train de dominer. Donc ça demande un effort pour ne pas être violent envers l'autre, ouais. Et du coup, ça rejoint ton titre Pas moi, par rapport à ce hashtag Not All Men. Ouais. Est-ce que, du coup, parler féminisme et égalité des sexes avec les hommes en général, on va dire, ça te paraît mission impossible? Oui et non. Je pense que ce qu'on voit bien, enfin la grande différence, je dirais, c'est que entre certaines personnes qui font une démarche de s'éduquer et de tenter de ne pas opprimer, et d'autres personnes qui n'ont pas la volonté de faire cette démarche, n'ont pas la volonté qui n'ont pas été éduquées en tant que sujet empathique avec d'autres sujets, et ben on voit bien qu'il y a une grosse différence, quoi, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas être en recherche de ne pas violenter l'autre, et des personnes qui vont être en recherche active de ne pas violenter l'autre. Mais du coup, ouais, je voulais quand même revenir sur ce truc d'être conscient ou non. Il y a des niveaux de conscience différents, et moi, je prends en charge des femmes et des personnes LGBTQIA+ victimes de violences, et quand même, quand il y a un auteur qui est pervers, qui violente l'autre, s'il y a une structure perverse chez le sujet, le pervers, à mon sens, il est en partie conscient. Qui domine et qui manipule et qui l'opprime. Donc ça dépend de qui on parle, et on peut pas généraliser que une partie de la population conséquente ne serait pas consciente de ce qui se passe. Il y a des individus qui sont conscients, il y a des individus qui sont nés dans une société comme ça et qui se posent pas la question de savoir comment ne pas opprimer, ne pas violenter l'autre, quoi. On nous a chassés comme des sorcières, on nous a violés dans toutes les guerres, on nous a brûlés pour adultère, on a trop souffert. Toi et toi et toi, t'entends juste que je parle de toi et toi et toi, tu cries juste pas moi, pas moi. Ça m'amène à une autre question que j'avais envie de te poser. J'ai l'impression que tous les témoignages que tu as partagés et les chansons que tu as écrites amènent à penser que les relations hétérosexuelles sont vouées à l'échec de base. Est-ce que c'est vraiment ce que tu ressens? Je sais pas. je sais pas dire, parce que c'est compliqué. Encore une fois, on peut pas généraliser, parce que généraliser, enfin, quand on manque de nuances, on peut pas être proche de la vérité. Donc, je pense qu'il y a un problème d'éducation dès le départ. Enfin, je pense qu'on enseigne aux petits garçons à trouver que ce que les petites filles font, c'est ridicule, comme on enseigne aux petites filles que ce que font les petits garçons, c'est ridicule. Enfin, il y a un enseignement qui tend à faire croire qu'effectivement la différence des sexes, déjà on fait croire qu'elle existe et qu'elle est nécessaire et tout ça, mais en plus de ça, on fait croire à des enfants que et à des adultes et à des futurs adultes, quoi, que l'autre sexe, ce serait un autre tout à fait autre. Et à partir de là, j'ai du mal à voir comment, dans cette éducation et dans ce contexte, ça peut être facile de se rencontrer, de créer une relation, d'être en empathie. Enfin, je trouve que c'est quand même un peu un double bind, une injonction contradictoire culturelle, quoi, de dire il faut absolument être hétérosexuel, tout en disant l'hétérosexualité, ça va être l'apprentissage du couple avec un autre qui était tout à fait différent. Et enfin voilà, du coup je trouve ça un peu questionnant quand même, ce truc. Après bien sûr que les relations hétéro, homo, pan, asexuelles, toutes les relations, elles existent, et c'est évident, hein, mais juste je trouve ça questionnant, ce truc là. Et est-ce que tu as l'impression que justement les
les différentes orientations sexuelles, les différents sentiments que les personnes ont par rapport à leur identité de genre, comment ils s'identifient. Ça aurait toujours existé et en fait, les personnes concernées à l'époque n'arrivaient même pas à mettre des mots sur la chose, ou est-ce que ça se serait développé avec le temps peut-être? Alors ça c'est sûr, hein, c'est prouvé que ça a toujours existé. Moi, je suis pas la personne la plus renseignée sur ces choses-là, mais j'ai des quelques recherches que j'ai faites à ce sujet. Enfin, ça existe aujourd'hui dans beaucoup de pays. Ça a existé, ça a été nommé. Je crois que la première truc de loi là qui avait, enfin, tout premier rocher qui a été taillé pour écrire une formule de loi d'une société qu'on a pu trouver quelque part mentionnait des personnes qui n'avaient pas un genre binaire. Donc, enfin. On voit que, a priori, de toute façon, oui, enfin, ça, les personnes qui sont réactionnaires et qui disent aujourd'hui que c'est une mode, que c'est venu que maintenant et tout, non, c'est juste que maintenant on les laisse parler. Enfin. Les personnes en dehors de la binarité, elles ont toujours existé, elles existent partout. Il y a pas, enfin ça c'est indéniable. Elles existent même dans d'autres espèces que l'espèce humaine. Enfin donc ça voilà, c'est sûr que ça existe, ça a toujours existé et c'est complètement faux de dire que ce serait, comme dit Valeurs Actuelles, le délire transgenre. Enfin, c'est pas du tout. Enfin, non, c'est nier la réalité. Là, c'est ça qui est délirant quand on nie une partie de la réalité. Mais non, ça a toujours existé et bien évidemment que. Enfin voilà, c'est enfin si on prend des sociétés, il y a quoi, il y a les Two Spirits aux États-Unis, chez les Apaches, où il y avait aussi ce troisième genre qu'on n'arrive pas très bien à définir avec des mots et notre langage à nous qui ne peut pas forcément comprendre les mots qui désignaient, je crois, hein, je sais pas si je dis des bêtises, mais c'est Two Spirits parce que voilà, notre langage est très binaire et qu'on n'est pas forcément en capacité d'intégrer tout de leur réalité. Puis il y a aussi les Inuits qui ont aussi un troisième genre hyper complexe, hyper étudié aussi par les anthropologues. Enfin voilà, il y a plein de sociétés. Enfin là j'en ai cité deux, mais il y en a un peu partout. Ça intéresse de plus en plus les anthropologues et les sociologues actuellement. Et puis il faut faire surtout attention à comment on lit ces sociétés et ces genres avec nos yeux anthropocentrés et ethnocentrés. Enfin anthropo non, mais ethnocentrés oui. Voilà, on peut pas, la lecture qu'on en fait, elle peut facilement être erronée si on fait pas attention aux mots qu'on emploie, au langage qu'on a. Enfin voilà, tout ça c'est des outils qu'on a de communication mais qui peuvent être faux. Alors ouais, tu disperses toute ta haine dans les rues. Tu luttes contre l'amour s'il est pas comme t'as lu. Tu veux m'arrêter si je fais une IVG. Mais j'ai aucun scrupule, merci de t'inquiéter. J'ai pas le temps de vivre avec tes idées. J'ai pas le temps de mourir sans avoir existé. J'ai pas le temps d'entendre même une de tes pensées. Je préfère vivre loin, même j'ai pas le temps de... Et du coup, t'as pas l'impression, toi, de devoir rattraper le retard qu'on a accumulé sur justement ce manque d'éducation et d'écoute de l'autre depuis tant de temps dans ton travail, notamment en tant que psychologue? Oui, pas mal de fois, c'est question de ça en thérapie parce que pas mal de fois, c'est question de déconstruire la norme qui est source de souffrance en fait. Donc oui, complètement. Des fois, c'est ça dont il est question. Comme par exemple, quand il y a des femmes victimes de violences qui n'osent pas partir d'un foyer violent parce que ça va priver des enfants d'un père et que là, on est complètement dans un schéma hétéronormé. Avec une injonction au couple hétéro, sinon il y aurait souffrance soi-disant pour la femme ou pour les enfants de ne pas être dans cette famille hétéro ou pour la femme de ne pas avoir su garder son couple ou ce genre de choses. Et
Et en fait, souvent, quand elles se séparent et qu'il n'y a pas de violence, elles se rendent compte que finalement, c'était vachement mieux sans, quoi. Mais enfin voilà, enfin tout ça, ça demande de déconstruire des normes, quoi. Pour en revenir à ta casquette d'artiste, déjà, est-ce que t'arrives à te définir comme une artiste? Oui, ça, ouais. Je pense que je suis artiste depuis tellement petite que je pense que oui. C'est super, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les artistes de la communauté Créalliance. Ils sont à tendance hypersensible. Je veux pas parler pour eux, mais il y en a quand même pas mal, eux et elles, qui ont donné l'impression d'avoir une sensibilité très développée à leur environnement. Et justement, oui, j'avais envie de te demander ça. Est-ce que tu considères que pour être artiste, il faut être hypersensible? Bah non, je pense que être artiste, c'est juste retranscrire une part de réalité d'une façon, une façon qui nous est propre, quoi. Enfin, mais qu'on soit hypersensible, pas hypersensible. Puis de toute façon, ça veut dire quoi être hypersensible? Je sais pas. Je suis psychologue et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, parce que c'est quoi la sensibilité? Enfin, dire hypersensible, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le pathologique? Qu'est-ce que le normal? Enfin, je sais pas. C'est intéressant, c'est encore les étiquettes qu'on veut mettre pour classer tout le monde dans des catégories, alors qu'on se rend bien compte que ce soit au niveau du genre, de l'orientation sexuelle ou de la neuroatypie, enfin de la diversité neurologique. On est vraiment tous très différents, et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont justement souffrir de devoir passer par cette étape obligatoire de s'identifier à une certaine catégorie de personnes. Ouais, c'est la question du diagnostic, en fait. Et le diagnostic, il est important et utile que s'il apaise le sujet en souffrance, parce qu'il vient lui permettre d'exprimer une souffrance avec un mot qui est identifiable, qui est partagé par d'autres individus. Donc ça, c'est important pour certaines personnes. Après, il faut faire attention à ce que ça veut dire que pathologiser quelque chose. Par exemple, dire que il y a des personnes hypersensibles, je crois que ça fait partie des choses diagnostiques. Voilà, c'est pas du tout dans mon domaine de compétences, hein, donc je peux pas en dire grand-chose. Mais venir dire qu'il y a des personnes hypersensibles, ça voudrait dire quoi? Qu'il y a des personnes qui sont pas sensibles, du coup. Enfin, alors que je pense que finalement, chaque humain est très sensible et a sa sensibilité. Et enfin, elle est nuancée, mais enfin, c'est quand même étrange aussi de questionner ça. Et puis, enfin, pour être artiste, parce que c'était ça ta question. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de. Enfin, j'en sais rien. Là, je pense aux personnes qui sont autistes, par exemple, et qui n'ont pas forcément qui ont une sensibilité complètement différente, parce que ça peut être une sensibilité sensorielle hyper développée, mais une sensibilité à la relation à l'autre qui est hyper, en tout cas. Hors norme, entre guillemets, enfin voilà, en dehors de la norme, mais enfin à ce moment-là, ça veut dire quoi être, enfin ces personnes sont très sensibles aussi, elles sont sensibles à leur façon en fait, et ces personnes, elles peuvent créer des trucs incroyables, donc Pour en revenir à toi, ta manière de t'exprimer par l'art, est-ce que c'était, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, le sentiment de devoir se battre pour être entendu, écouté, est-ce que tu as l'impression que à travers la musique, justement, tu as trouvé un moyen de te faire entendre et de faire entendre la voix des autres? J'espère. J'espère, je sais pas. Effectivement, c'est un truc qui me traverse depuis très longtemps, depuis très petite, c'est le fait de pas être entendue, ou que les victimes ne soient pas entendues, enfin ça c'est quelque chose qui me met dans une colère immense, qu'il y ait pas de reconnaissance des violences faites aux femmes, qu'il n'y ait pas de reconnaissance de tout ça, c'est terrible, quoi, qu'il n'y ait pas de reconnaissance, qu'il n'y ait quasiment pas de reconnaissance du viol, tout ça, ça me met vraiment très en colère, donc j'espère que la musique peut me permettre d'être entendue d'une façon plus légère, avec de l'humour, ça passe mieux, et de pouvoir exprimer des choses crues avec humour, en musique, j'espère que ça passe mieux.
Et puis en plus, le fait que tu fasses appel à ta communauté pour te donner des idées de thèmes à aborder, de points un petit peu sensibles que ces personnes peut-être n'arrivent pas à discuter avec le voisin, par exemple. Ouais. Je trouve ça génial en fait que tu crées cet espace de parole justement, bon qui est virtuel, mais qui a sa nécessité quand même. Ouais, ça me fait rire parce que la dernière que j'ai faite, je crois, elle s'appelle Couple. Et elle parle de l'impossibilité de parler de féminisme dans son couple. Et j'ai eu plein de messages après de femmes qui me disaient, ah bah du coup, je l'ai fait écouter en douce à mon copain. Enfin, l'air de rien, pour pouvoir aborder le sujet avec lui après. Enfin voilà, du coup c'est vrai que je reçois plein de messages de gens qui me disent qu'ils ont pu aborder certains sujets après en faisant écouter mes titres, où j'ai écrit une chanson qui s'appelle Seule sur le bonheur d'être célibataire, et j'ai eu énormément de retours où je sentais que en fait il y avait énormément de femmes surtout qui avaient besoin de sentir que c'était aussi quelque chose de ok de se sentir bien seule. Justement pas dans cet échec normatif de la femme doit garder un homme, enfin tout ça, et du coup ouais, c'était hyper chouette. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est plus compliqué d'être seul à deux que seul, en fait. Bah moi j'ai l'impression et je pense, mais après bon, chacun a sa réalité et tout ça, hein. Il peut y avoir un deuil impossible à faire, il peut y avoir plein de possibilités, mais c'est vrai que être dans une relation où on n'est pas entendu, pas écouté, et on est confronté toujours à l'absence de l'autre, et enfin ça peut être aussi très très violent, quoi. Donc être seul avec soi-même et avec suffisamment d'amour-propre et d'intérêt pour sa personne, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très enseigné aux femmes. Et donc, il y a un vrai manque là-dessus, je trouve. Je crois que je suis un peu fatiguée, j'ai la flemme de m'épiler ou bien de t'entendre aller. Tu dis ouais, je suis féministe, peut-être un peu moins que marxiste, mais je t'aide à faire des machines. Et chaque fois qu'on débat, tu dis que c'est pas toi. Chez nous, y a pas de problème. Que c'est chez les autres qu'il y a des trucs à changer et que je suis un peu trop extrême. Si tu peux pas dealer avec le fait que j'ai des convictions, dealer que c'est des faits, pas une opinion. Dealer avec mon corps quand il est dehors, dealer avec mes poils et qu'on voit mes tétons. Dealer que j'aime mon taf, que j'ai besoin d'espace. Dealer que je suis pas ta mère et que j'aime mon vécu. Ce sera pas possible que tu sois dans ma vie. J'aurai toujours besoin de m'aimer aussi. J'aurai toujours besoin de m'aimer aussi. J'aurai toujours besoin de m'aimer aussi. J'avais envie de te poser une question aussi sur la double casquette, enfin triple casquette artiste, psychologue, militante. Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés par rapport à ce dédoublement de vie, en fait, ou est-ce que tout est relié? Eh ben, au tout début, j'étais absolument envahie par cette question. Et vraiment, c'était très très compliqué parce que la psy, c'est la page blanche sur laquelle les patients te projettent des choses, et l'artiste, c'est celle qui livre tout à l'intérieur. Donc c'est quand même assez contradictoire. Et du coup, c'était assez compliqué pour moi de me positionner, ou même de faire vivre les deux, quoi, en même temps. Et puis maintenant, de plus en plus, je les laisse coexister, et au final, je trouve que chacune trouve son espace, et voilà, j'ai des patientes qui m'ont trouvé sur les réseaux et me disent ça au détour d'une conversation, détour d'une séance comme ça, et elles me font rire parce qu'en général, elles me le disent pas au début, puis à un moment donné, il y a un blanc, puis elles regardent leurs pieds, et puis elles me le disent. Empêcher, quoi. Ouais, je sais pas. Je vous ai vu sur les réseaux. En même temps, ça doit être assez, très très étrange pour elles, hein, parce que voir sa psychologue
faire la faux folle sur Instagram, bon, ça doit être un peu étrange par moment. Ou faire des blagues et tout ça. Elle s'identifie peut-être à toi, ou alors elle trouve en toi quelqu'un qu'elle aimerait peut-être pouvoir devenir, et donc du coup c'est intéressant. Est-ce que par exemple le rôle de j'espère qu'il n'y a pas trop d'identification non plus, hein, parce que non, ça, le but c'est justement, enfin, en tant que psychologue, c'est pas c'est de permettre à un sujet d'émerger en tant que sujet seul, hein, pas de vouloir coller à une autre identité. Donc non non, ça c'est important. C'est important. C'est pour ça aussi que je voulais vraiment garder de la distance, et que je garde toujours de la distance entre les deux. C'est que les patientes qui sont tombées sur mon profil par hasard, il y en a pas beaucoup, il y en a 3-4 qui se rendent compte de ça, mais sinon elles savent pas que j'ai cette autre casquette. Elles en ont, je pense, aucune idée pour la plupart. Et c'est très bien comme ça. Et il y a des personnes qui me demandent sur Instagram s'ils peuvent prendre un rendez-vous avec moi, et je dis que non, parce que ça doit pas venir comme ça, en fait. C'est pas dans ce sens-là que ça se passe pour moi. Enfin, en tout cas, en tant que soignante, c'est beaucoup plus simple pour moi d'être une page blanche qui les aide. Et qui leur livre des petits éléments quand il y a besoin de rassurer, de mettre en confiance et tout ça, mais de pouvoir gérer ce truc-là sans que je me dise elles vont voir, je sais pas, ma copine, ma maison, mes chansons, enfin tout ça. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a un moment où j'imagine que ça va déborder si tu deviens plus célèbre, ce que je te souhaite à la sortie de ton EP. Et du coup, je serais ravie de pouvoir en discuter avec toi ensuite, quand la célébrité sera encore plus grandissante, pour voir comment tu vis ça, et si tu vas pas trop passer en mode schizophrénie, quoi. Eh ben, je ne sais pas, je ne me pose pas la question tant que c'est pas là, et on se posera des questions au bon moment. C'est très bien dit. C'est quelque chose qu'il faut que les auditeurs et auditrices entendent, parce qu'il y a beaucoup d'artistes justement qui travaillent dans le social, qui, je pense, presque s'auto-sabotent en tant qu'artistes, par peur de devenir trop populaire, trop célèbre, et de plus pouvoir exercer leur activité professionnelle, limite, en fait. Alors après, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Peut-être qu'il y a une part de vérité, hein, c'est possible. Puis aussi peut-être une sorte de syndrome de l'imposteur, tu vois, de se sentir pas légitime. Ouais, ça c'est clair que pendant longtemps je me sentais et même aujourd'hui, hein, je me sens toujours illégitime à des moments, parce que donc pas légitime en tant qu'artiste, parce qu'un artiste ça doit passer 24 heures sur 24 à être artiste pour y arriver, sinon t'es un imposteur. Parce que c'est un métier très difficile, avec beaucoup de compétition, et pas légitime en tant que psy, parce que au lieu de pouvoir je sais pas aller à cette conférence, j'ai un concert et je peux pas y aller parce que du coup mon emploi du temps il est pris, et donc du coup c'est quelque chose que je vais pas prendre pour des patients et patientes, et enfin voilà, du coup ouais, le sentiment de pas être légitime il est un peu partout quand même cumulé. Avant c'était un sentiment qui était envahissant, maintenant je dirais qu'il est un petit peu moins envahissant, mais il est toujours là. Mais il faut réussir à prioriser en te disant que, enfin j'imagine que c'est comme ça que tu le ressens, que si toi tu cultives ton épanouissement, tu seras plus disponible pour aider les autres à être plus épanouis. Oui aussi, puis après il y a aussi une démarche égoïste aussi, de moi j'ai besoin de me réaliser aussi, et de réaliser mes désirs, parce que je peux pas passer ma journée à gronder des patientes qui le font pas pour elles-mêmes sans me l'appliquer à moi-même. Mais c'est obligé de passer par un minimum de réalisation de soi. Je me réalise aussi en tant que psychologue, hein, et c'est aussi super. Après c'est aussi c'est un métier qui est passionnant, mais qui est aussi extrêmement prenant, extrêmement envahissant. Parce qu'on est confronté à beaucoup de violence, et que du coup ça crée aussi un peu ça crée une distance, parce que l'autre comprend pas que on va pouvoir voir des choses extrêmement violentes, en parler comme ça autour d'un déjeuner, et puis passer à autre chose 2 secondes plus tard, parce qu'en fait c'est le quotidien.
Et pour une personne qui est pas habituée, la personne, elle peut avoir l'impression que on est complètement désensibilisé, ce qui est assez vrai. Mais du coup, c'est pas que tu choisis, c'est qu'en fait, à un moment donné, je te disais un millième des choses horribles que j'ai entendues dans ma vie. Tu réagirais aussi comme ça. Tu te dirais, mais on est confronté à l'horreur, hein, et en France, à cause du manque de protection qu'il y a, l'horreur est très grave. Donc d'être confronté à ça, voilà. Et du coup, au bout d'un moment, je me demande si on n'y laisse pas un peu des plumes, quoi, au bout d'un moment, à faire ce métier-là. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'aimerais un jour pouvoir aussi vivre de la musique, mais c'est pas dit que j'y arrive, j'adore mon métier de psychologue, mais j'ai aussi besoin à un moment donné de pouvoir me projeter dans un j'aimerais bien savoir ce que c'est un métier où en fait le soir tu rentres et t'as pas 1500 horreurs dans la tête, quoi. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et du coup, je vais t'inviter à nous parler de la sortie de ton EP et de nous teaser un petit peu, nous raconter de quoi ça parle, même si tu nous as déjà dit quelques mots. Alors du coup, j'ai sorti un EP qui s'appelle Fatigue, qui est disponible sur toutes les plateformes. Fatigue, ça parle de la fatigue du patriarcat en tant que femme, en tant que psychologue, en tant que militante, et ça parle d'amour lesbien avec ma copine. Ça parle de harcèlement, du hashtag #NotAllMen, de tout ça, et du non-désir d'enfant aussi. Et puis, Fatigue va aussi sortir du coup sous forme physique, accompagné d'un livre de 40 pages le 9 juillet. C'est un livre collaboratif avec plein d'artistes, plein de militants, des artistes femmes et des militants femmes ou non binaires ou trans. Et du coup, c'est un petit havre de créativité que j'ai imaginé comme ça pour continuer à faire défiler l'EP et pour inviter aussi ma communauté à parler dedans, parce qu'il y a des témoignages du coup de personnes qui me suivent, il y a des conversations avec des comptes militants, il y a plein d'œuvres d'artistes, de plein d'artistes différentes, des peintres, des femmes qui font de la création en bijoux, en pins, en dessin. Enfin voilà, il y a plein d'artistes différents, et j'ai voulu aussi, un peu comme Créalliance, tu vois, amener ce truc à la fois militant et artistique dans ce livre, et en faire un objet, un très bel objet, parce qu'il a été du coup designé par une artiste américaine qui s'appelle Elena Foraker, et du coup, enfin voilà, pour moi le design était hyper important. C'est un design hyper 90s, hyper pop, coloré, girly, un peu kitsch, quoi. Et je le trouve hyper cool. Waouh, ça donne vraiment super envie. Et bravo. J'étais en train de me demander, mais est-ce que du coup tu fais ça toute seule ou t'as une équipe qui t'accompagne en direction J'ai une super manageuse, Mathilde Voy, qui est là. Alors le livre, non, là, je l'ai fait seule avec Elena. Et puis après, oui, je suis signée chez BMG, donc j'ai une équipe, j'ai une chef de projet, j'ai un directeur artistique de la musique. Mm-hmm. Ouais. Donc oui, c'est une équipe musique plutôt qui t'a accompagnée dans la création globale de l'œuvre dans son intégralité, même s'il y a un livret, etc. Exactement. C'est bon à savoir pour les artistes dans la musique. Vous pouvez faire appel à votre équipe si vous voulez faire des choses avec votre CD en plus. Oui. Ouais. Ok, super. Et donc le 11 juin, t'as ton EP qui sort, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire dans 3-4 jours. Waouh. L'excitation monte, j'imagine. Ouais. La peur aussi. La peur de quoi? Tu saurais le décrire? Je sais pas, la peur que ça fasse un flop, j'en sais rien, que personne n'en parle, que ce soit genre Hanover pavé in the mare, tu vois. Oui, donc t'as encore ce petit syndrome de l'imposteur qui te suit malgré le fait que t'aies une communauté qui te suit, qui participe et qui te montre son soutien. Ouais, oui, mais bon, qui ne l'a pas, hein, qui ne l'a pas. On est d'accord.
Parmi les femmes, je sais pas. Après, Tu le constates plus chez les femmes que chez les hommes, le fait d'avoir des difficultés à avoir confiance en ce qu'on va sortir? bah bien sûr, c'est même les sociologues qui en parlent. Hmm. Pas avoir confiance en ce qu'on va sortir, mais juste avoir confiance dans le fait qu'on fait bien les choses, qu'on a fait suffisamment, que il faudrait pas qu'on en fasse plus, que c'est souvent les femmes qui ne demandent pas aussi de promotion, qui ne demandent pas à avoir des postes à responsabilité, qui ne demandent pas, enfin tout ça. Bon, bah écoute, Louise, merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi pour l'invitation, c'était très chouette. Et on te suivra avec grand plaisir pour la suite de tes aventures. On te souhaite plein de courage pour continuer à accompagner les personnes qui subissent des violences. Et Merci. On te dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Qu'est devenue cette saison? Y'a trop de vide encore, y'a trop de fêtes des morts, y'a trop de vie en suspension. Où sont passées les chansons qui rendent un peu moins triste, qui rendent les choses plus lisses, qui rendent ce monde un peu moins con. T'as plus l'envie d'y croire, t'entends trop de choses tristes. On écrit des histoires à coups de bullshit. T'aimerais porter tout le monde, mais c'est trop lourd. Tu peux rien y faire avec tes beaux discours. Je m'appliquerai à écrire bien. Je chanterai jusqu'à demain. Je ferai tout plein d'efforts pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Où est passée ma raison? Y'a de quoi devenir folle, ce monde se fout de nos gueules. Vas-y, envoie ta dépression. Et je me préparais à ce moment, comme on se prépare à l'orage, comme on attend le cœur battant, la vague qui nous frappe en plein visage. T'as plus l'envie d'y croire, t'entends trop de choses tristes. On écrit des histoires à coups de bullshit. T'aimerais porter tout le monde, mais c'est trop lourd. Tu peux rien y faire avec tes beaux discours. Je m'appliquerai à écrire bien. Je chanterai jusqu'à demain. Je ferai tout plein d'efforts pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Je mettrai fort à plus entendre. Je mettrai de l'art tout plein ma chambre. Je ferai tout mon possible pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Je lirai 10 000 histoires. Je peindrai des nénuphars. Je ferai tout plein d'efforts pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde. Pour qu'il y ait plus de choses belles dans ce monde.